Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, on est ravis d'être avec vous. On est pris en dernière minute. Ça y est, c'est la dernière émission du dernier tournage de cette année 2023. Et on est le 22 décembre, donc bientôt c'est les fêtes de Noël. J'espère que vous êtes prêts. T'es prêt, Thibaut ? Je suis tout sauf prêt pour les fêtes de Noël, mais je m'en réjouis. Toi, t'aimes les fêtes de Noël ? C'est pas ouf, toi. Ouais, c'est pas mon truc favori. C'est la naissance de Jésus, quand même, ça devrait... Ça, j'aime bien. Ah, voilà. Mais ouais, je suis pas très fête, en fait. T'aimes recevoir des cadeaux ? C'est pas essentiel, ça me dérange pas. Mais c'est pas un truc. Ça me dérange pas. Bon, on sait que c'est pas à lui qu'on en fait. On a compris. Non, si on veut être productif. Thibaut, Jean-Marie, tu vas bien ? C'est moi, c'est... Ouais. Ça tirait bien, Thibaut. Non, Je crois pas, non. Non, je serais pas bien. Joyeux Noël en avance, tu es prêt ? Thibaut, oui. Tu es prêt ? T'as beaucoup de petits cadeaux, de petits enfants à faire, toi, en cadeau ? 7. Et tu 3 les fais enfants, pour tous ? 7 petits-enfants. Tu les fais pour tous ? Ah bah oui. Mais des vrais cadeaux ou des... Ah oui, des vrais cadeaux. J'achète un paquet de papillotes et on partage. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Non mais comme dans une autre émission, tu nous Non, as dit que tu je fais regardes des plus les cadeaux. prix, tu regardes plus l'argent. Ah oui, il en a tellement Non, il il est dépense dessus. en Ah musique. ouais, si, non, Il a dit ça. les prix. Il dit moi, le confort, c'est quand je regarde plus, je me regarde plus combien je dois payer. Et tout. Ah ouais. Il dépense en tout Il a cas. dit il achète des nouveaux gilets, regarde-moi ça là. À capuche, à capuche. Jérém, toi t'aimes bien Noël. T'as une tête Moi à- j'aime Ah, Noël. là, Ah, j'ai une tête à aimer Noël. ouais, Pourquoi ça j'ai se une voit. tête d'ampoule, c'est ça Non, Non, c'est une tête à aimer. Non, mais un peu... Moi j'aime Noël. Non, mais Père c'est Noël, vrai. il fait un peu différent. Un peu Non, Père ça Noël. va. C'est vrai, un peu. Ouais, mais t'aimes bien. Ouais, j'aime bien les cadeaux. En plus dans ta les maison, là, ça fait odeurs, une bonne ambiance. Les petites lumières. C'est les l'ambiance. bougies, Moi, c'est l'ambiance que j'aime bien. Ah ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Et puis Bien j'allais sûr, venir en la naissance reine, de tout Jésus. Oui, c'est la naissance de Jésus. C'est gentil de le préciser tout à la fin, mais Ah c'est ouais, bien. quand même. Ouais, non, Toi, non, t'aimes moi, j'aime les beaucoup. cadeaux. Ouais, j'aime les cadeaux. J'aimerais ça. Tu Donc, recevoir n'hésite quoi pour Noël ? pas à... Ah, ça, j'en sais rien. Bah dis. Mais un cadeau, c'est un secret. Hein. Enfin, je T'aimes sais les pas. surprises? Ah ouais, même trop. C'est vrai ? Ça, fais-moi des surprises, Thibaut. Hein. Moi, je suis toujours partant. Ouais, je vais t'en faire des Ouais. surprises. Non, mais les bonnes, pas des mauvaises. Des bonnes surprises. Des surprises. Mais Parce maintenant, qu'il y a ici, des bonnes et des moins bonnes. hein. Maintenant, ici à 30, alors ça sera pas une surprise. Bon, Oui, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, tu on vois. va avancer ? Ouais, Là, parce on que partait sinon, sur, ouais. Et toi, d'ailleurs, toi, t'aimes bien, t'aimes Moi bien Noël. Moi, j'aime bien l'ambiance en fait. Je dois dire, en termes de cadeaux, je suis rarement. Enfin, transcendé. t'en fais rarement, en tout cas. Ça, Non, j'en fais. Ah, t'en fais. Oui, j'en fais. Quand c'est Oui. le moment, j'en fais. Aux bonnes personnes, j'en fais. Mais je suis rarement Moi, il m'a- transcendé, tu vois. il m'en a jamais Un fait, truc moi. simple. Un truc simple, ça me va bien. Tu m'en as jamais fait non plus. Oui, mais t'as dit aux bonnes personnes. Ouais, Enfin, vas-y. Oh là là. Non, la nourriture. Ouais. Moi, c'est plus le côté feu de bois à la maison. Hmm. On est tranquille, il y a les enfants, ça Oui, court. c'est vrai ça- que chez moi, en appartement, c'est... Oui. Ah, le feu de Le bois, feu c'est de bois, dangereux. tu- C'est oui, le oui, feu tu tout évites. dangereux. Tu évites. Tu vois. Les amis, on va terminer cette année en parlant justement comment prendre de la place là où on est, là où Dieu nous place, comment être une lumière, voilà, un peu tout ça. C'est le premier sujet à vrai dire dans le monde, mais pas du monde, ce qui n'est pas un verset à proprement parler, mais je vais citer le verset duquel on tire ça. C'est, tu le connais, la référence? Jean 15, non? Prière de Jésus. Dernière prière de Jésus. Je suis sûr, tu sais. Thibaut, tu l'as? Jean Allez. 17. Oh là 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 là. Moi, je m'inquiète. Oh là 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 là. Ouais. Et c'est le directeur de JSP qui ne connaît pas. Eh ben ça, tu nous l'as fait apprendre. Et toi, hein, tu je nous te as fait rappelle, hein. apprendre plein de Ouais, versets, ouais. n'empêche. hein. Tu nous as harcelé avec ce Ouais. verset. hein. Maintenant, verset 13. Verset 13. Je suis tapé des zéros aussi quand même. hein. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Au verset 15, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Et ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Donc, de ce verset est venue l'expression « nous sommes dans le monde ». Mais pas du monde, et je voulais qu'on revienne un petit peu dessus pour terminer l'année. Mais ça signifie quoi ? Comment vous comprenez ça et comment aussi on l'applique de votre point de vue ? Donc voilà, Maître Ribet, on te laisse le départ, le démarrage. Comment comprends-tu ce texte ? Qu'est-ce que tu comprends de ce verset, cette prière de Jésus ?
Alors, il me semble qu'il faut déjà bien préciser que là où il y a une ambiguïté, c'est avec le mot monde, qui fait penser, en général, dans le contexte, à l'ensemble, au cosmos, enfin, ou disons à la société tout entière, etc. Et dire qu'on n'est pas du monde, ça peut sembler un petit peu troublant. On est ici, on existe quand même réellement et on est bien réel, etc. Donc il y a un petit peu, souvent dans l'Évangile, dans tout le Nouveau Testament, le mot monde a deux sens. Des fois, il veut dire le monde matériel. Quelquefois même, c'est l'ensemble de l'humanité. Prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Et puis des fois, c'est le monde a le sens de l'organisation sociale humaine non soumise à Dieu. C'est le monde, c'est par opposition à l'Église, quoi. Voilà. Donc on est dans le monde, c'est-à-dire qu'on est bien réel, on fait partie de la société, on n'est pas dans une bulle à l'extérieur, au sommet d'une montagne, je sais pas où. Mais dans l'esprit, on n'est pas du monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même nature, surtout. On est différent, mais on reste. Parce que de cette pensée, c'était un peu la pensée des moines, quoi. C'était se retirer du monde. Complètement. C'est pas ça que le texte veut dire. Non. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? En tout cas, pour moi, c'est extrêmement important de comprendre ces deux termes. Je pense que qu'on n'est pas du monde, je suis né de nouveau, je suis plus lié, attaché à ce monde, à cette société qui me pousse à faire ce que je veux, quand je veux, qui me pousse à être esclave du péché et de mes désirs. Donc je ne suis pas du monde, mais effectivement, Dieu m'a envoyé dans le monde pour être la lumière du monde, le sel de la terre, et que le danger, ça serait effectivement, comme ça a été dit, de devenir moine, de s'enfermer dans sa bulle. Et je pense qu'il y a les deux dérives qui sont là. C'est-à-dire, des fois, l'Église flirte quand même beaucoup avec le monde et se conforme quand même. Et lui ressemble et se conforme au monde et à la société. Malheureusement, l'Église perd sa force en faisant ça. Et d'un autre côté, il y a des mouvements. Alors on parle des moines, mais on peut parler de certaines églises qui sont devenues très légalistes, très renfermées sur elles-mêmes, où effectivement... Il faut avoir envie de se convertir, quoi. Ouais, exactement. Mais souvent, malheureusement, c'est des chrétiens de deuxième génération qui sont un peu dans leur bulle, et puis... Et voilà, on n'a plus le droit de rien, et on n'impacte plus personne. Ouais. C'est un peu c'est un équilibre qui nous donne là. Ils sont pas du monde, mais ils sont dans le monde, c'est un équilibre. Et qui n'est pas un équilibre facile, t'en penses quoi? Ben moi, je suis d'accord, en tout cas, avec ce que vous avez dit, c'est sûr. Hein. Après, je me dis, heureusement, hein. Non, mais c'est logique. Mais je trouve ce qui fait la différence, c'est quand, justement, avant, tu vivais dans le monde. Tu étais vraiment du monde, parce que tu as vécu ta vie sans Dieu, il n'y avait pas l'existence de Dieu dans sa propre vie, et que là tu rencontres le Seigneur et que tu es touché vraiment. Ouais. Tu es bouleversé, donc tu nais de nouveau, tu deviens un nouvel homme. Et d'un coup, tu as un regard qui est vraiment différent par rapport au monde dans lequel tu vis, en fin de compte. Et donc, du coup, tu vois vraiment la différence entre lorsque tu vivais dans le monde en étant du monde, donc voilà, et de vivre avec les plaisirs de ce monde et les péchés de ce monde, enfin tout ce qu'on peut y mettre, et d'un coup d'être né de nouveau, pardonner de tes péchés, être un homme nouveau, et tout ce que tu aimais avant dans le monde, dans le péché je parle, de différentes sortes, ben d'un coup t'as le dégoût de ça en fin de compte. T'as le dégoût de ce péché, t'as plus envie d'y retourner, et d'un coup tu vis toujours dans le même monde, tu vis toujours, tu vas travailler, tu es en contact avec la société, je veux dire quand toutes nos... Alors nous, on est salariés de l'Église, mais tu as tous nos frères et sœurs qui sont... enfin, Jean-Marie maintenant à la retraite, mais tu as tous ceux qui bossent, qui travaillent dans des entreprises, qui sont dans la société, enfin ils sont dans le monde, quoi, auprès des gens, voilà, et qui viennent emmener cette lumière, ce sel de la terre, qui viennent être différents. Et donc là, on peut voir qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde parce que en nous,
il y a l'Esprit de Dieu, il y a une transformation qui s'est faite. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout le regard par rapport à ces désirs de ce monde, mais on a nos regards tournés vers Dieu. Mais comment vous comprenez alors, on est dans le monde, comme tu l'as dit là, concrètement pour nous, franco-français, alsaciens, ça veut dire quoi être dans le monde? En plus, nous, voilà, on est à plein temps dans l'église. Comment vous comprenez ça? Et est-ce que c'est, et je fais une petite parenthèse, mais est-ce que c'est challengeant pour vous de plus être dans le séculier? Et en tout cas, j'en parlais tout à l'heure, mais maintenant que j'ai déménagé à Strasbourg, je peux plus aller dans l'équipe de foot de l'église. Parce que tu as déménagé à Strasbourg. Voilà, j'ai déménagé à Strasbourg. Pas Et donc, j'ai besoin de faire du sport. Et donc, j'ai trouvé un club juste à côté de chez moi, un club de foot. Et je me retrouve qu'avec des gars du monde. Ouais. Mais honnêtement, je suis hyper bousculé. Parce qu'effectivement, leur manière de parler, de penser, n'a plus rien à voir. Et honnêtement, je me suis rendu compte à quel point j'ai été déconnecté, je dirais presque toutes ces dernières années, de la société, du monde, parce qu'effectivement, on est dans notre bulle de tout ce qu'on a à faire. Ouais, c'est ça. Hein. Et on n'est plus du tout dans cette réalité-là. Et je trouve que c'est dommageable. Et ces derniers temps, je me disais, mais je prie, Seigneur, donne-moi d'annoncer l'évangile, de gagner des gens à toi. Mais je me rends compte que ma prière, j'empêche peut-être des fois Dieu de répondre à cette prière-là en restant enfermé dans... Parle-nous de ton club de foot, du coup, tu gères comment? C'est tout nouveau, hein, j'y suis allé 2 fois. Ah voilà, ouais. Donc qu'est-ce qui te challenge? Tout d'un coup, tu sens que il y a une certaine pression forcément à dire, à faire comme eux. Enfin, tu sens que donc puis le langage qu'ils ont, leurs préoccupations, forcément, ils vont parler très à l'aise du sexe, ils vont parler de toutes ces choses-là. C'est ta grande force de parler de tout ça. Ah oui, vraiment. et moi qui suis, je me sens tellement différent. Et en même temps, je sens que c'est vraiment un lieu où je vais pouvoir briller et puis être différent. Ouais. Et en même temps, voilà, je dois réapprendre peut-être justement à être envoyé dans ce monde-là et à savoir comment être différent, comment briller, comment justement mettre une limite dans l'atmosphère de tout ça. Il y a ce que j'accepte et ce que je vais pas accepter. Donc c'est hyper intéressant. Et mais ça te manquait des fois de pas être en contact avec... Oui, alors souvent je l'ai dit, ça me manquait de plus travailler dans le séculier. Ou honnêtement aujourd'hui, souvent je le dis, mais je pense que j'aimerais avoir une part où je travaille dans le séculier pour justement me donner le bon équilibre. Donc ça, souvent je l'ai dit, mais je sais plus ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'ai la théorie, mais dans la réalité des faits, je réalise là que je sais plus. Moi, je sais que tu vois, cet été, j'ai été du coup au mariage d'une copine de classe parce que les quelques relations que j'ai encore de l'école, je tiens à garder ce lien-là. Mais c'est un mariage, c'est pas du tout un mariage chrétien dans le sens où on a la même foi avec la plupart, bien qu'ils avaient vraiment un souci et un désir aussi de chercher Dieu d'une certaine manière sans rentrer dans les détails. Mais bon, voilà, la fête à la fin, c'est la fête du monde, quoi. La fête. Ouais. Et mais honnêtement, qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'être de nouveau où tu reparles de choses, tu reparles de Jésus simplement, tu vois, tu reparles de ta foi simplement, et puis qu'il te pose des vraies questions, tu vois, il te questionne, mais vraiment tu crois vraiment que tu vas ressusciter après? Moi je trouve ça génial. Tu reviens sur de la base. Comment tu le vis, toi? Moi, c'est ce qui m'a manqué énormément au début quand je suis venu à plein temps en tant que pasteur. Parce que moi j'étais laveur de vitres, donc je connaissais presque tous les commerçants de Mulhouse en fin de compte. Partout, même souvent on se croisait avec Thibaut, moi je nettoyais les vitres, lui on se croisait, on discutait un peu et je croyais plein de monde. Mais j'aimais ce contact avec les gens du monde, si on veut dire ça comme ça, quoi. Et je trouve que c'est un peu un gros mot, un peu, je trouve, en disant ça. Mais parce que tu as des gens qui super sympas, avec qui tu discutes, avec qui tu rigoles. Et il y a automatiquement des moments où, bien sûr, tu vas parler de ta foi parce que ça fait partie de ta vie. Mais moi, j'aimais trop ça. Et quand je suis venu à plein temps,
Ça m'a manqué à fond, quoi. Parce que pendant 20 ans, j'étais à nettoyer les vitres à Mulhouse, quoi. Je veux dire. Donc 20 ans, tu vois toutes les semaines les mêmes personnes. 20 ans, les gens, tu les croises presque tous les 3 jours. Et il y a des liens. Bah ouais. Et d'un coup, de se retrouver en tant que pasteur, tu es un peu dans ta bulle. D'un coup, tu te dis, ah, mais je vais aller voir, mais d'un coup, tu n'as plus le temps parce que tu as des rendez-vous, parce que tu organises des choses, parce que tu réfléchis à des... Voilà. Et d'un coup, au fur et à mesure, tu te détaches. Et on est là ça. pour l'équipement des saints. Et ça, c'est bien. Mais là, en ce moment, alors avec ma femme, ça nous travaille. Et en ce moment, ce qu'on fait, c'est parce que moi, j'aime être avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Moi, j'aime beaucoup discuter, enfin voilà. Et là, en ce moment, on invite nos voisins. Donc là, on n'a pas fait le tour de tous nos voisins, mais on les invite à manger, on prend vraiment le temps avec eux. Mais on ne leur prend pas la tête. Oui. Même si à la fin du repas, on n'a pas parlé de Jésus, c'est pas grave. C'est nos voisins, on va les voir tout le temps. Mais c'est le simple fait aussi de se reconnecter et de se connecter à des gens qui n'ont pas la foi, en fin de compte. Bah oui, et je me dis, mais ça fait tellement du bien. Et à la fin, pour notamment d'eux, on a pu prier pour eux, on a pu voilà. Mais c'est pas ton objectif. Non, c'est pas notre objectif. C'est pas des cibles. Voilà. Tu les cibles pas, quoi. Voilà, tu le fais juste pour être en contact et aimer les gens. Voilà. Et comment, cool. Jean-Marie, toi, c'est quoi quand on parle du monde là? Moi, lui, il a parlé de son club de foot, je parlais du mariage, ses voisins. C'est quoi, toi? C'est où? Ben, je dirais que moi, ça m'a fait un peu la même réflexion. Je rejoins la réflexion de Jérémy. C'est vrai que quand on est pasteur, la grande majorité de ce qu'on fait, c'est avec des gens de l'Église. Oui. Et puis après, ça dépend je ne veux pas dire quelle sorte de pasteur on est, mais je veux dire dans quelle activité on est le plus. Et moi, je suis plus impliqué encore directement uniquement avec des chrétiens, en faisant de l'enseignement, de la formation de responsables. C'est par définition, c'est quand même normalement des chrétiens. Ça serait problématique, quoi. Ouais. Et donc c'est vrai que des fois je me suis rendu compte que j'avais peu de relations avec des non-chrétiens. Et ça me fait pareil, que des fois ça me fait plaisir de... Ouais. Par exemple, dans mon immeuble, dans l'immeuble, je rencontre les gens de l'immeuble ou des fois avec des connaissances, ça. Mais pour moi, c'est vrai que ça a été insuffisant. Et d'un autre côté, et je dis ça, et d'un autre côté, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement parce que mon appel ou alors il fallait que il y a d'autres choses que je fasse plus, quoi. Pour moi, notre vocation, c'est vraiment l'édification des saints. Nous, c'est le mandat qu'on a reçu. Donc, on peut pas édifier les saints et être à 100% avec le monde. Maintenant, pour moi, c'est trouver, trouver des espaces. Pour moi, c'est pas être à 100%, mais en tout cas de veiller à avoir des espaces pour pouvoir aussi être un bon exemple. Bah oui. Parce qu'effectivement, on est censé être les modèles du troupeau. Les gens nous c'est sûr que si le pasteur dit, exhorte son Église, témoigner de Jésus aux inconvertis, etc., et que lui-même sur un mois, il n'a pas réussi à avoir 2-3 occasions, ça devient un peu virtuel. Je veux dire, il y a un domaine où on est là dans le monde et pas du monde, c'est dans nos familles, souvent. Je veux dire, peut-être dans des familles, il y a des familles... toi, Benjamin, il y a quand même la famille chrétienne, pas tout le monde, mais... Ma belle famille, une partie de la belle famille. Mais dans des familles comme les nôtres, toi, Jean-Marie, il y a aussi un petit peu, toi, Thibaut, aussi, pas beaucoup. Moi, il n'y a personne, presque. Donc voilà, dans nos familles, on est déjà... Quand on parlait de Noël tout à l'heure, moi, ce que j'aime à Noël, justement, c'est qu'on invite vraiment toute la famille. Et nous, c'est une occasion de pouvoir, à un moment donné, prendre la Bible, sans leur prendre la tête, mais juste lire pour se rappeler ce que c'est quand même Noël. Mais je veux dire, on est là des témoins dans nos familles, pas de leur prendre la tête, pas être les gros relous de la famille, tu vois, on casse les pieds à tout le monde, mais de pouvoir être aimant, être attentif, être là, et je trouve que c'est challengeant à fond dans nos familles de pouvoir être des témoins. Quand on a l'occasion, si on y est attentif,
on a quand même, le Seigneur nous permet d'avoir des occasions. Mais ça. si on y est pris pour ça, si on prie pour ça, si on y est attentif. J'allais il y a quelques jours, faire 2-3 courses, et dans un magasin, je trouve vous savez, ces magasins où il y a des tas de trucs qui sont tout déballés, enfin bon, je vais pas donner le nom, et je trouve un truc d'emballage, et quelqu'un a griffonné dessus avec un mauvais stylo avec écrit les Juifs au feu. Et donc j'ai pris le papier, j'ai dit mais il y a un responsable ici dans ce magasin. J'ai vu la responsable du magasin, elle me dit oui c'est moi. Je dis mais regardez ce que je trouve chez vous là. Elle était très affectée aussi. Elle me dit ouais c'est pas normal tout ça. Alors on a discuté un moment puis et à la fin j'ai dit ouais mais c'est vrai que toutes les religions peuvent devenir oppressives quand elles sont en majorité. Elle me dit oui, tout est moi. Je dis mais Jésus est pas comme ça. Lui, Jésus est pas comme ça. C'est pas. Alors bon, du coup, on a parlé un petit peu. J'étais tout content. Je dis bon, c'est pas beaucoup, mais j'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai pu dire quelque chose un peu sur Jésus. Ouais, c'est ça. C'est saisir les occasions. Mais si on n'y est pas, on peut passer à côté, quoi. Mais est-ce que parce que alors nous, on a bifurqué un peu, c'était pas noté là, mais j'aime bien parce que c'est vrai que ça nous parle aussi de. Moi, j'aimais, honnêtement, j'avais une partie de quand j'ai commencé en tout cas en Suisse, je bossais dans le séculier et dans la même semaine, je bossais dans une église. Donc j'avais les deux mondes. Moi, qu'est-ce que j'aimais ça, franchement. L'univers en plus des éduques, c'est le monde, c'est marrant, vraiment. Il m'invitait le soir à aller en boîte avec eux. Il me dit allez Ben, on te paye la drogue. Je dis mais ça c'est, tu vois, c'est gentil. Et le dimanche, on était dans l'église, on louait le Seigneur. Tu vois la connexion. Moi, j'aime ça vraiment. C'est gentil. Et c'était généreux. Mais par contre, je crois que il y a quand même des chrétiens qui eux travaillent dans du séculier, mais ne parleront pas une seule fois à quelqu'un d'autre. Nous, je dirais, on a envie, mais eux, ce qu'ils rêveraient, c'est d'être à notre place. Il y en a beaucoup qui disent qu'est-ce que j'aimerais être dans une église, je vois pas tous ces. Mais je dis mais t'es censé être là pour eux en fait. Et peut-être la question c'est est-ce qu'il faudrait parce que mine de rien, tu vois, dans une église comme celle-ci, il y a plein d'activités, il y a le lundi, il y a le mardi soir un culte, il y a le mercredi pour les personnes âgées, il y a le jeudi l'intercession, le vendredi les jeunes adultes, les groupes de maison. À un moment donné, ils les voient quand. Donc, est-ce qu'il faudrait, je pose la question comme ça, mais plus s'investir dans une association? Qu'est-ce que vous pensez des chrétiens qui disent, mais je vais dans une association servir, je vais aller dans un club de foot non chrétien, tu vois, pourquoi il faudrait faire un club de foot chrétien? Tu vois ce que je veux dire, c'est prendre des besoins que nous on a, et aller à un club de pêche parce que j'aime pêcher, mais que ça ne devienne pas le but de ma vie, bien sûr, mais je suis avec des non-chrétiens aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je nuancerais juste, en tout cas, premièrement, sonder mon cœur, de voir où j'en suis. Je pense que c'est de dire est-ce que je suis équipé, je suis rempli du Saint-Esprit, est-ce que j'ai des bonnes motivations et je suis capable de pas me laisser embarquer pour que ça devienne une idole. Mais derrière, club de foot, tu veux dire? Ou de pêche, de pêche ou comme ça. Donc pour moi, je dirais ça. Et nous, je vois à Strasbourg, dans l'église qu'on implante, j'essaye de pas mettre trop de réunions. Parce qu'effectivement, on peut vite occuper les gens à faire plein de réunions et on les empêche de briller et de briller dans la société. Donc, moi, je dirais qu'il faut au contraire les équiper, les encourager à trouver leur place dans la société et à briller comme le sel de la terre et la lumière du monde. Mais je pense qu'il y a aussi, tu l'as dit Thibaut, c'est avoir un équilibre vraiment. C'est dans le sens, est-ce que dans ton cœur, tu te sens prêt? Est-ce que tu es assez solide dans ta foi pour aller? Un exemple, c'est que le jour où le Seigneur m'a touché, donc j'étais dans un quartier, et je suis allé j'étais touché, je retournais dans le quartier parce que c'était mes amis. Donc, je leur cassais les pieds, en fait. Je leur parlais de Jésus tout le temps. À un moment donné, ils ont dit, tu nous casses les pieds avec ton Jésus, mais je continuais. Mais après, la drogue était là. Après, tu vois, il y a les trafics, enfin tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, honnêtement, je me suis senti en danger en fin de compte. J'aurais pu jouer les gros bras en disant, non, moi je vais pas tomber, je vais pas rechuter, ou je vais pas. Mais je me suis senti, autant Jésus avait changé ma vie, j'étais touché vraiment, transformé. Ouais, c'est une saison où tu te reconstruis. Mais là, à un moment donné, j'ai dû dire stop.
Et du coup, j'y suis plus retourné. Ouais. À un moment donné, j'ai dû me séparer de l'endroit où moi j'étais, quitter ce monde pour vraiment m'enraciner. Et et quelque part, je crois vraiment que ça m'a sauvé parce que d'autres, des amis chrétiens qui justement n'ont pas fait ça, sont retombés bien plus loin encore. Hein. Et celui notamment qui m'a témoigné. Mais ça m'a sauvé. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu disais d'avoir un... Est-ce que je suis assez fort ? Ouais. C'est pas moi qui va sauver les gens, en fin de compte. Je vais être un témoin, mais c'est pas moi. Et si je me mets en danger et que je risque de retomber dans le monde et de retourner dans le monde, alors je me mets en danger. Mais parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de briller, mais on parlait d'annoncer l'évangile. Maintenant, pour moi, ils sont dans le monde, mais pas du monde. C'est pas que ça. C'est pas qu'avoir une discussion à propos de Jésus. C'est être un bon citoyen français, par exemple. Mais est-ce qu'un chrétien se doit ou devrait être plus investi dans les associations, plus que quelqu'un de non chrétien. Mais est-ce qu'il devrait avoir d'autant plus être actif, pas juste centré sur lui ou sur, tu vois. Mais pourquoi pas, mais comme on a, voilà, dans l'église, on a une épicerie solidaire, tout ça, c'est super bien. Mais si on a des chrétiens de notre église qui vont servir avec les restos du cœur ou je sais pas quoi, moi je trouve ça c'est vraiment bien. Il faut qu'il y ait des... Et puis il y a des saisons dans nos vies quand on a des enfants, quand on est plus jeune, qu'on a des enfants, par exemple, que forcément avec les enfants, on a des contacts avec les parents des camarades, avec les profs, avec l'école. Donc on rencontre des tas de gens. Mais il y a des moments où on n'a plus de... ou par exemple, quand si on est jeune retraité, ou des gens, certaines personnes, dans leur travail, rencontrent pas grand monde. Ouais. Des gens qui sont en télétravail aujourd'hui, c'est de pire en pire. Donc, si on fait pas gaffe, on rencontre plus personne. Donc, il me semble qu'il faut créer. Si on n'a pas de contact avec... à ce moment-là, il faut en créer. Ouais. Moi, par rapport à la réflexion que tu as dite, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a quand même beaucoup de mouvements qui sont tombés dans le social, en fait. Alors, on pense à l'Armée du Salut ou comme ça, mais le fondateur de l'Armée du Salut va dire, tu peux nourrir quelqu'un, le sortir de la rue, en faire quelqu'un de bien, mais si tu le laisses aller en enfer, à quoi tout ça a-t-il servi ? Et que je trouve que de garder ce cœur-là, de dire, je fais pas les choses pour les convertir, mais je garde comme motivation première de me dire, mais ultimement, je vais les aimer, je vais les aider, mais ultimement, il faut que je prie pour qu'ils aillent au ciel. Je veux dire, sinon, j'aime pas les gens. Alors, encore une fois, je vais commencer par prier, par aimer, et là où le Saint-Esprit m'ouvre une porte, alors je vais saisir la porte que. Mais tu vois, là, il y en a qui prennent l'initiative d'être sapeur-pompier bénévole, des choses comme ça. Moi, je trouve ça génial. C'est trop bien. Mais ça te demande du temps. Oui. C'est du temps que tu consacres pas à autre chose. Bien sûr. Et je trouve que nous, en tant que bergers, des fois, encourager, dire, mais c'est pas un péché, en fait, d'être moins dans des activités d'église. C'est-à-dire, si tu as ta vie, alors là, je risque de me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais si tu as ta vie spirituelle, ta communion, et que tu te nourris, ça veut pas dire que tu n'as pas besoin du culte, tu n'as pas besoin d'être là quotidiennement, etc. Ça, je crois que c'est important, créer ces liens avec l'église aussi. Mais t'investir dans d'autres choses, si tu en as la possibilité, mais je trouve ça très bien. Je vois pas en quoi ça serait... Et c'est l'équilibre. Même c'est équilibrant. Pour moi, c'est un équilibre entre être une pierre vivante et en même temps... C'est ça. C'est ça. On va passer à la deuxième... Je peux donner une image. J'allais faire une de ces super transitions là, mais c'est pas grave, t'as cassé l'air, t'as coupé l'herbe sous les pieds, t'as cassé... J'ai fait une peu des couilles. Ah là, c'est pas grave. En plus, tu tapes sur un chroniqueur qui est pas là. Claude, je sais que tu écoutes. Claire écoute pas. Je ne les répète pas, Claire. Non, mais l'image que j'avais tout à l'heure dans la discussion, et je trouve que c'est intéressant, c'est Élisée. D'accord, tu lances des fleurs à tes propres pensées, mais vas-y. Oui. Élisée, tout d'un coup, Élie lui dit, mais reste à Jéricho, reste à Bethel. Et il dit, non, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je te lâcherai pas. Et il l'a suivi jusqu'au moment où il est revêtu. Et ensuite, Dieu va le renvoyer. Et finalement, il va aller dans toutes ces villes-là. Et il va opérer des miracles. Et il va briller dans toutes ces villes-là, dans lesquelles il ne s'est pas arrêté au début. Et je trouve ça hyper intéressant de dire, au début, j'ai besoin de suivre Jésus, j'ai besoin d'être équipé, tout ça. Mais le but de cet équipement-là et de ce que j'ai appris en Christ, c'est d'être renvoyé dans le monde
Et finalement, dans ce monde que j'ai quitté, je suis renvoyé dedans pour briller et pour devenir finalement une solution dans ce monde-là. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant. Mais à mon avis, si on fait des stats, la plupart d'entre nous, on a été amenés au Seigneur par quelqu'un qui était un jeune converti. Et la plupart du temps, quand on a gagné des âmes, c'est quand on était jeune converti. Le plus souvent... C'est intéressant ce que tu dis. Ah oui. Ah, mais ça te fait faire des stats sur ça. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perd le feu en grandissant, voilà. alors enfin, ça veut dire que au lieu de devenir plus, on devient, j'espère au moins, plus efficace sur des tas d'autres sujets. Mais sur celui-là, je pense que là, il y a souvent un vrai problème. Hein. La plupart, tu demandes aux gens, on fait des stats, quel âge avait la personne combien d'années de conversion avait celui qui vous a amené au Seigneur? C'était un jeune converti. Et la plupart du temps, ceux qu'on a amené au Seigneur, le plus, c'est quand on était jeune converti. Sur cette belle ambiance, merci. L'ambiance de tout à l'heure, elle était plus vive quand même. C'est moi qui ai plombé l'ambiance. C'était bien, Élisée, voilà, on a retenu. Est-ce que je peux boire un coup pour noyer mon chien? Le temps qu'il fasse servir avec. Non, mais on a un frère aussi, mais qui a eu une super initiative, et c'est ce que je trouve intéressant. C'est Dieu peut nous mettre des choses à cœur et des initiatives simples aussi, et c'est l'initiative de créer du lien social dans un quartier qui était réputé quartier défavorisé. Et j'aimais qu'on puisse aller ensemble. C'est Jean-Marc Sémoulin. Et puis, peut-être pour vous le dire quand même, peut-être qu'il en parlera tout à l'heure, mais il a notamment fait un TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez les conférences TEDx. C'est quelqu'un qui est vraiment aussi écouté parce que l'initiative qu'il a portée, elle porte vraiment beaucoup de bons fruits aussi sur du lien social, etc. Donc, on va découvrir ça ensemble et on va accueillir. Mais Jean-Marc Sémoulin, bonsoir Jean-Marc. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, ça va bien. On est ravis de t'avoir. Alors nous, on te voit juste sur la télé. Il y a un petit encart, mais qui va disparaître. Voilà. Ça y est. On est ravis de te voir, ravis de te rencontrer, Jean-Marc. Merci beaucoup. Bon, tu as entendu un petit peu notre discussion de tout à l'heure. Voilà, donc sur votre beau sujet du sel, en fait, un peu que pour donner du goût à la soupe, il faut qu'il sorte de la salière un peu. C'est ça, non, le résumé? C'est ça, c'est exactement ça. Alors justement, moi je voulais te demander, Jean-Marc, si tu peux nous parler un petit peu de ton initiative dans le quartier, et puis d'où c'est venu, comment ça a commencé, un petit peu l'histoire. Alors l'histoire, donc mon métier de base, je suis pas pasteur, je suis directeur d'une structure d'insertion chrétienne, La Gerbe, et on fait de l'humanitaire et de l'insertion par l'humanitaire. On a 40 salariés en insertion, voilà, ça c'est notre fonctionnement, donc on a toute une équipe, il y a 12 salariés, et on travaille beaucoup avec les pays de l'Est. Et il y a 7 ans maintenant de cela, j'ai réalisé, ça a été un peu un électrochoc, que pendant qu'on remettait 30 personnes à l'emploi à peu près chaque année, que pendant la même période, sur la ville à côté, sur notre secteur, en gros, donc les Mureaux, je suppose que tout le monde a entendu parler des Mureaux, il y avait le double ou le triple de personnes qui se retrouvaient au RSA. Et du coup, c'était de se dire, c'est compliqué de remettre 30 personnes à l'emploi, ça se fait pas comme ça, ça demande beaucoup d'énergie. Mais si pendant ce temps-là, la société en détruit le double ou le triple, on va dans un mur et ça va mal finir. Et c'était au moment des attentats. On a été particulièrement touchés, nous, à l'époque. Ça devenait de plus en plus tendu sur la ville. Et c'était de se dire, mais quelle est cette société, en fait, sur laquelle on essaye de réparer, mais le trou, ça grandit plus vite qu'on rebouche, en fait. Enfin, donc, c'est grave. Et j'ai été frappé, alors bien sûr je suis chrétien, et j'ai été marqué dans la Bible de voir que on voit Jésus qui s'adresse à des villes et il leur parle comme si c'était des personnes. Il y a plein d'exemples comme ça où il se tourne vers des villes et puis il leur parle comme à des personnes. Donc des fois c'est aussi pour faire des reproches sur Jérusalem, sur voilà. Et du coup de le voir faire ça, je me suis dit, tiens, mais en fait, la ville des Mureaux, elle a tous les symptômes d'une personne en insertion chez nous.
Si je caricature un peu pour expliquer mon propos, si je prends quelqu'un qui a fait 20 ans de prison, qui va venir sur notre structure, il a une très mauvaise image de lui. Et nous, sur la ville, on a des jeunes qui mettent pas sur leur CV qui viennent des Mureaux parce que sinon ça va leur porter préjudice. Il y a une très mauvaise image sur les personnes qui sortent de prison et donc quelqu'un qui aura payé sa dette, eh bien, on va pas l'embaucher parce que sur un CV, 20 ans de prison, ça fait mal quand même. Et puis, cumul de problèmes, ils viennent chez nous parce qu'ils cherchent un logement, un emploi. Mais en fait, quand on sort de prison, soit on n'a pas de logement, on a des problèmes de santé, des problèmes de dette. Voilà, c'est vraiment un gros cumul. Souvent pas de réseau du tout. Voilà, quelqu'un qui a fait 20 ans, les personnes positives ou familles, souvent elles ont coupé les ponts. Et puis les personnes négatives ont coupé les ponts pour pas se faire prendre. Et on a des gens qui arrivent et qui sont seuls au monde. Et une partie de la réinsertion va être de retisser du lien. Voilà. Et nous sur la ville, eh bien, il n'y a pas de réseau. On connaît donc les jeunes ne connaissent pas de patron. Donc le stage de 3e, ça va déjà être à 4 ou 5 dans un kebab. Et donc ça part mal en fait. Juste parce qu'il n'y a pas de réseau. On retrouvait en fait tous les symptômes. Et du coup, c'est de se dire, mais en fait, la ville a les mêmes symptômes qu'une personne. Et si on voit Jésus qui parle à des villes comme à des personnes, qu'est-ce qui se passe si moi je parle à une ville comme à une personne? Et j'ai fait le test au début pour m'amuser, je dirais, juste comme ça pour voir. Et ce qui m'a surpris, c'est que mot pour mot, les gens m'ont répondu exactement la même chose que sur le chantier d'insertion. Nous, on va demander à la personne, on va lui demander qu'est-ce qu'elle sait faire. Parce que si je lui demande quels sont ses problèmes, on est dans des situations tellement compliquées qu'en fait, moi, je risque de m'effondrer en entendant la problématique de la personne. Et si elle voit dans mes yeux que je suis déstabilisé parce qu'elle me raconte de ses difficultés, du coup, je vais l'enfoncer encore plus. Donc, je vais devoir plutôt aller chercher qu'est-ce qu'elle sait faire. Et des fois, ça va être très compliqué d'arriver à faire jaillir ça. Et donc, sur la ville, ça a été de se dire qu'est-ce qu'il y a de bien aux Mureaux. Et c'était le même retour, il y a rien de bien, tout est nul. Voilà. Donc il fallait un petit peu un électrochoc pour essayer de faire jaillir des choses. Et on est parti sur, on va faire du tourisme aux Mureaux. Et qu'est-ce qui se passerait? Donc j'ai été voir pendant 1 an. On a rencontré plus de 300 personnes. 500 exactement, je crois, à 2, où on croisait, donc surtout dans les quartiers, et de leur dire, voilà, est-ce que vous avez entendu dire, la ville des Mureaux va devenir touristique, qu'est-ce qu'il y a de bien aux Mureaux, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc à chaque fois, c'était un éclat de rire, et puis, parce que personne pouvait imaginer de se dire la ville des Mureaux touristique, en fait. Enfin, c'était vraiment absurde. Une blague. Une blague, voilà. Et puis, donc on laissait rire, on regardait simplement la personne, et puis au bout d'un moment, elle disait, mais si la ville des Mureaux était touristique, alors il faudrait y arriver des idées, mais des idées incroyables. Par exemple, il faudrait remettre en route une animation avec un hydravion, parce que le premier hydravion au monde a décollé des Mureaux. Donc voilà, et on a commencé d'apprendre des tonnes de choses sur la ville, dont je connaissais absolument pas. J'habitais cette ville, mais en fait, j'étais là parce que j'aurais pu être ailleurs. Je suis juste arrivé là parce qu'on avait trouvé un logement là. En fait, j'aimais pas particulièrement la ville et je ne l'habitais pas en fait. Enfin, dans le mot vraiment habiter. Et j'ai commencé à découvrir énormément de choses. On a relevé plus de 280 idées. Est-ce que tu en aurais quand on m'a parlé de toi, on m'a parlé notamment d'un couscous qu'une dame aurait fait. Un peu quelques idées comme ça, je trouve que ça peut être vachement. Donc ça c'était. Alors nous, on ne sait jamais ce que ça va produire. On allait au pied des tours, donc avec les jeunes que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, en train de faire leur travail au pied des tours, et on pose la question, voilà, avez-vous entendu la ville des Mureaux qui va être transformée par le tourisme et arriver au plein emploi, parce qu'on a ces 2 éléments-là. Donc là, ils rigolent vraiment très fort, très longtemps, et on laisse le temps du rire. Pour moi, il me fait un peu penser au rire de Sarah, en fait. Enfin, il y a quelque chose dans ce rire, parce que c'est vraiment très étonnant. À 100%, on a toujours eu un éclat de rire, et comme si ce rire était venu briser ce qui était impossible à imaginer.
Puis, une fois qu'ils ont bien ri, ils disent mais au Muro donc il y a rien, c'est nul. On dit bon, on va compliquer un tout petit peu les éléments, c'est-à-dire qu'on va vous amener 2 personnes, vous faites ce que vous voulez avec elles, et la seule contrainte c'est qu'en fait il faut qu'elles reviennent et qu'elles ramènent du monde. Ça va être tellement sympa ce que vous avez fait avec elles qu'elles vont revenir. Alors ça a déclenché de dire ah mais si on veut qu'elles reviennent, il faut qu'elles goûtent le plat des mamans. On a dit pourquoi, et ils ont dit ah mais parce que le plat des mamans c'est quelque chose d'incroyable, donc on a demandé à goûter le plat des mamans, donc on est rentré chez eux, on a pu être invité au cœur des familles, et là on s'est dit ça c'est quelque chose d'incroyable, il faut qu'on regarde s'il n'y a pas une appli comme Blablacar où on pourrait eh bien réserver un repas chez l'habitant, et donc on en a trouvé une, c'est une appli française, mais qui marche dans le monde entier, qui s'appelle Eat With, manger avec. Et on les a contactés en disant, ben voilà, on aimerait, au Muro, on a beaucoup de nationalités différentes. Est-ce qu'on pourrait mettre en place, on pourrait aider à préparer les familles? Donc là aussi, on a eu droit à un éclat de rire en nous expliquant gentiment que c'était une appli un peu haut de gamme et qu'ils n'allaient pas déclasser l'appli pour les Mureaux. Donc on s'est pas laissé démonter, on a proposé de dire peut-être que vous connaissez pas la ville, donc ce qu'on vous propose c'est vous invitez le PDG de la boîte et vous venez avec lui et vous venez goûter le plat des mamans au Muro. Et ils sont venus, donc c'était un repas mauritanien dans un plat d'1 mètre de diamètre, à même le sol où tout le monde mange avec la main. Enfin c'est immersion totale dans la famille et ça les a vraiment subjugués et du coup on est devenu leur projet RSE. Pour développer ça, et on a commencé d'avancer jusqu'à 10 nationalités différentes. On a cette chance, en fait, au Muro d'avoir 100 nationalités différentes. Voilà. Puis après, on s'est pris le Covid, donc cette action a été mise en stand-by puisque c'était un peu compliqué dans le confinement de proposer le repas chez l'habitant. On a remis en route après le premier confinement, on s'est retapé le deuxième confinement. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça. Pour l'instant, on refait des repas avec les mamans, mais plutôt en extérieur. Voilà, ça c'est un peu un des axes. Donc sur le tourisme, en travaillant du coup avec les habitants et en essayant de creuser avec eux. Au début, on savait pas du tout où on allait aller. Donc on relevait comme ça simplement les idées et tout ce que les uns les autres apportaient. Et donc on a trouvé 3 grands axes de travail. Donc le premier qui était le vivre ensemble. Donc de se dire on est 100 nationalités différentes, une communauté religieuse très développée aussi. Sur 30 000 habitants, il y a 10 000 pratiquants, 9 000 de l'islam à peu près, et 1 000 catholiques, protestants, évangéliques. Et donc le bien vivre ensemble. Ensuite, tout ce qui va tourner autour de l'emploi et l'entrepreneuriat pour développer des actions là-dessus. Et puis le tourisme expérientiel qu'on aime bien écrire avec un petit C, avec une petite faute d'orthographe qui fait du sens. Voilà, sur la partie du vivre ensemble, donc notre structure chrétienne d'insertion du village d'à côté ne pouvait pas gérer ce projet, donc on a créé une autre structure pour gérer ce projet-là de relever la ville, en fait, par les citoyens et par les habitants, en intégrant tous les acteurs de la ville. Donc là, je pars d'un concept qu'on retrouve quelque part dans un texte que vous reconnaîtrez souvent, qu'on est un seul corps, avec des dons différents, et le tout, c'est que chacun mette bien son don au service du corps. Et du coup, en travaillant ça, c'est de se dire, en fait, on a sur le territoire des acteurs. Ça peut être une entreprise, par exemple, qui n'a aucun lien avec la ville. Ça veut dire que les salariés de cette entreprise n'habitent pas dans la ville, les fournisseurs ne sont pas dans la ville, les clients non plus, ils sont juste posés là. Et ça, si on a l'image d'un corps humain, en fait, si on a quelque chose dans le corps qui n'a pas d'interaction avec tout le reste, ça s'appelle un peu un cancer, ça peut être très dangereux. Et donc ça a été de travailler ça. Mais on a vu que même ça pouvait être aussi des communautés religieuses qui pouvaient être implantées sur un territoire, mais sans aucune interconnexion avec la ville. En fait, il n'y a pas de synergie, il n'y a pas d'éléments. Donc l'idée, ça a été de dire, il faut vraiment que tous les acteurs soient intégrés dans le projet, et on est un PTCE, donc pôle territorial de coopération économique, une association de loi 1901, qui a cette particularité d'intégrer
tous les acteurs. Donc on va retrouver le délégué du préfet, la directrice de Pôle emploi, la mairie, l'imam, le prêtre, le pasteur, chacun réfléchissant et travaillant en fait sur la dynamique de la ville. Voilà. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est vraiment inspirant, Jean-Marc. Merci. Quel est aujourd'hui un peu le résultat de ça? Je dirais le retour. Alors, ça fait quelques années maintenant. Est-ce que tu vois déjà maintenant un plein emploi qui est déjà arrivé? Quels sont un peu les retours à ce niveau-là? Alors, plein emploi, pas encore. On arrive au bout de notre projet, puisqu'on avait dit on arrive à remettre une personne en emploi en 7 mois sur la structure d'insertion. Donc, on s'était dit, pour la ville, on va prendre 1 an pour 1 mois et du coup, faire le projet en 7 ans. Et notre objectif du plein emploi est 2024. Donc, on arrive sur la fin de notre défi. Les 2 ans de Covid nous ont quand même bien ralenti, mais on a pu avancer énormément de choses et d'éléments. Il y a eu presque une centaine de projets qui ont été accompagnés avec de la création d'emplois. On a un reversement total des médias qui aujourd'hui parlent positivement de la ville. Donc ça a été une approche aussi d'aller chercher les médias et de leur dire mais en fait, pourquoi vous écrivez toutes ces horreurs sur les muraux? Et là, la journaliste nous a expliqué, la journaliste du Parisien des Yvelines, elle nous a dit, mais les muraux, c'est une grande ville. Et du coup, dans le Parisien, tous les jours, il y a une page sur les muraux. Et ceux qui me donnent des infos, c'est les pompiers et la police. Et si vous voulez m'apporter des éléments, moi, je suis preneuse. Et du coup, on l'a vraiment nourri de portraits, d'actions positives, d'acteurs qui s'ouvraient et en fait ça a changé complètement cette dimension. Même pour elle en fait, elle s'est pris au jeu de relever le positif et en lui montrant comment en fait la presse pouvait être contagieuse, donc soit dans le positif, soit dans le négatif, et on le voit dans les émeutes. En fait, c'est un concours à celui qui va brûler le plus de voitures ou quand les médias commencent à s'emballer et à raconter toutes les horreurs, en fait, ils participent énormément à cette destruction. C'est juste ça. Alors qu'à l'inverse, dès qu'on commence à parler positivement, on fait rêver les jeunes de se dire waouh, mais lui il a réussi, il est devenu voilà. Et donc ça, on a beaucoup travaillé d'abord sur les médias locaux, puis sur les médias nationaux. Puisqu'on a eu, par exemple, le président de la République qui vient au Murau de manière positive pour souligner. On a une très belle médiathèque qui est ouverte tout le week-end et il vient souligner le fait que, au Murau, la médiathèque est ouverte même le week-end. Il y a un de ses copains qui vient pour le saluer, mais qui n'avait pas d'autorisation et qui bouscule un peu le service de sécurité. Du coup, il se fait arrêter. On sait après que, en fait, c'était rien, c'était juste un ami. Mais dans la presse nationale, un grand journal a titré une arrestation lors du déplacement de Macron au Murau. Et que sur l'arrestation, rien sur le sujet de pourquoi il était venu ou pas. Donc là, on a une veille qui nous permet de repérer un article comme ça, de pouvoir écrire au journaliste, à son rédacteur en chef, de pouvoir dire écoutez, il y a sans doute un souci, vous avez dû écrire votre article depuis votre bureau parisien, parce qu'en fait, on regarde sur votre revue de presse de votre site, en 5 ans, il y a 5 articles pourris. Nous, en 5 ans, on est à 1500 articles positifs sur la ville, donc il y a un décalage. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est on vous invite au Murau, venez passer une journée, et on vous demande pas d'article, juste de venir vivre la ville une fois, c'est notre manière du droit de réponse. Et on a eu comme ça 200 journalistes, les uns après les autres, pas tous en même temps, des fois plusieurs en même temps. Voilà. Et ces journalistes, en fait, à chaque fois, ils sont touchés par ce qu'ils vivent, par la rencontre des personnes, et chaque fois derrière, ils nous disent, mais on n'écrira plus jamais de cette manière-là. Et donc là aussi, on participe du coup à cette dynamique-là.
Qu'est-ce que vous en pensez Ah non, c'est bluffant, ouais. Bluffant. Excellent. Moi, j'ai une question qui, par rapport à toi, c'est est-ce que toi, tu t'es lancé tout seul dans l'initiative? Est-ce que tu étais payé par ton association pour libérer du temps pour cette initiative? Qui sont les autres gens avec qui tu travailles? Parce que j'imagine la quantité de travail que c'est. Alors en plus, si tu dois gérer ton association la gère plus ça, comment tu fais le côté très concret, pratico-pratique. Ouais. Oui, donc au démarrage, en fait, j'ai commencé, j'imaginais pas du tout qu'on allait aller vers ça. Et donc juste quand j'ai commencé mes premiers entretiens en demandant aux personnes, c'était électrochoc de voir et de récupérer les idées. Là, j'ai demandé à mon CA en disant, j'ai l'impression d'avoir mis un coup de pioche et d'avoir découvert un coffre fort. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous me permettez de passer un peu de temps pour creuser, détourer mon coffre, le coffre que j'ai trouvé avec un coup de pelle. Donc il a accepté. Au bout de 2 mois, ça devenait assez énorme en fait, les premiers résultats de ce qui sortait. Je savais pas ce que j'allais en faire, mais à chaque rendez-vous, on me disait mais il faut que tu ailles voir telle personne, telle autre personne, et ça enchaînait comme ça. Et donc du coup là, j'ai demandé à mon CA si je pouvais embaucher une personne, toujours donc au sein de la structure, qui pour pouvoir venir avec moi, puis commencer à faire d'autres rendez-vous, cumuler tout ça. Et on a été chercher un financement pour ça. Et au bout d'1 an, on avait une telle masse de matière que c'était évident qu'il fallait faire quelque chose, qu'on avait trouvé une piste en fait qui est très intéressante. Et donc là, on a créé une structure avec l'ensemble des acteurs. On a réuni tout le monde, donc on avait tout un tas d'acteurs dans la salle. Et pour nous, c'était vraiment important de dire, on avait quand même eu les attentats et des choses comme ça, c'était de dire, en fait, la situation, elle est tellement grave, tout le monde réfléchit uniquement par sa casquette et à ce qu'il est. Mais si demain on va mourir, en fait, qu'on soit, le prochain attentat, s'il se fait là, qu'on soit directeur de la mission locale ou le pasteur ou l'imam, en fait, on sera tous morts, quoi. Donc comment on pose un petit peu nos casquettes, nos titres et nos précarés, et comment on se met en fait à réfléchir et à creuser et à réfléchir notre ville pour un apaisement. Voilà, et là on a donc créé une structure ensemble avec tout un tas, donc un conseil d'administration, mais tout un comité. On a les 125 acteurs pour démarrer et voilà. Et aujourd'hui, maintenant, la structure a 11 salariés. Donc moi, j'en suis le président et j'ai réduit mon temps. Donc je suis président bénévole du coup et j'ai réduit mon temps sur l'association La Germe pour pouvoir me dégager et pouvoir être dans l'action aussi comme ça. Quel est le résultat, un peu le retour des gens de la ville aussi, au-delà des acteurs d'associations, où tu parlais de la mairie, de la directrice du Pôle emploi, quel est le retour des habitants? Et aussi, est-ce que le taux de criminalité a baissé? Est-ce que tu as pu mesurer un petit peu aussi à ce niveau-là? Alors oui, on commence de voir le résultat. Je dirais le premier résultat, c'était au bout de 6 mois. Il y a eu des émeutes qui ont commencé de tourner. C'était à Villiers-le-Bel à l'époque, et donc ça a tourné. Il y a un moment là, donc ça faisait juste 6 mois qu'on commençait de dire la ville va changer, on va la transformer. On embarquait du coup les gens de plus en plus, et d'un seul coup sur les réseaux sociaux, on voit samedi prochain, on se jette sur les Mureaux. Ça venait du 93 et on rase le commissariat. Et donc là, panique sur la ville, panique par les autorités. Donc 2 jours avant, on avait l'hélicoptère de la gendarmerie qui tournait au-dessus de la ville pour vérifier qu'il n'y avait pas des choses qui se préparaient. Enfin ça met une tension très forte sur la ville. Et puis tout le monde a rebaissé les bras en se disant mais de nouveau il va y avoir une énorme truc, tout va être saccagé, c'est reparti, on s'en sortira jamais. Et donc là, le travail qui était vraiment, c'était de dire non, maintenant plus. On décide en fait que cette manifestation n'aura pas lieu. Donc on l'a proclamé de manière forte, publique,
et dans les réseaux sociaux. On a affiché on a communiqué sur le fait que la manifestation des Mureaux était annulée et cette information a pu circuler de manière assez forte et y être prise et d'être annulée en fait. Et pour nous, ça a été vraiment une première bataille de gagner. Et aussi pour les habitants de découvrir qu'on n'était pas obligé de subir, qu'on pouvait juste se dire non, on ne veut pas en fait. Voilà. Et les dernières émeutes de juin, donc on a eu sur le premier soir quelques feux de poubelles et peut-être une ou deux voitures, mais c'était vraiment rien par rapport aux autres villes et à tout ce qui s'est passé. Et puis du coup, le fait qu'on ait tout ce réseau qui est tissé, aussi bien associatif qu'acteurs de la mairie, que les communautés religieuses. En fait, tout le monde s'est senti concerné et était dans la rue, discutait avec les jeunes. Le dimanche soir où il y a eu le plus gros affrontement dans plein de villes de France, nous en plein centre-ville, sur le terrain de foot justement, on avait la CAN. Donc la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait avec 2000 jeunes des quartiers qui étaient là et jusqu'à minuit, on n'avait aucun service de sécurité, pas de CRS visible, le maire qui était dans les tribunes avec tout le monde, on était dans une ambiance bon enfant, alors que partout en France, ça cramait dans tous les sens. Du coup, le résultat, il est là en fait d'avoir des acteurs qui maintenant peuvent faire confiance aux jeunes. Et donc ça, c'est aussi très fort de pouvoir aller renforcer cette confiance. Moi, je trouve extraordinaire autant de résultats finalement en si peu de temps, quoi. Parce que bon, on dit si peu de temps, nous, parce qu'on regarde on n'est pas dedans et pour vous, le temps devait des fois sembler plus long. Mais je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on a toujours l'impression que pour changer quelque chose, dans une culture de dévalorisation, une culture de victimisation, etc. Il faut des générations et des générations. Et si vite, je trouve... moi, je suis bluffé, quoi. Le rapprochement, je trouve, entre la personne en détresse et une ville en détresse, le fait que c'est des choses très similaires, qu'on peut appliquer les mêmes méthodes aussi. Ça, pour moi, c'est une idée, qui vient du ciel, mais c'est vraiment très inspirant, Jean-Marc. Alors, une autre idée qui peut vraiment servir aussi pour chacun, et pour moi qui fonctionne aussi bien sur la structure d'insertion que sur la ville, c'est la fameuse parabole du bon samaritain. Je pense que globalement tout le monde la connaît. Moi, je peux facilement la raconter aussi en extérieur, qu'on soit chrétien ou pas. En fait, tout le monde a entendu parler du bon samaritain. Et si on n'a pas relu dernièrement le texte, on se dit ah oui, il faut prendre soin de celui qui est par terre. En fait, c'est pas ça du tout. La parabole du bon samaritain, c'est qui est mon prochain? C'est celui que je méprisais qui m'a aidé. En fait, c'est d'une puissance inouïe. Ça veut dire qu'au lieu de vouloir aider les gens, il faut que je trouve la solution de savoir comment ils vont pouvoir m'aider. Et dès qu'ils peuvent m'aider, ça devient mon prochain. Et ça change en fait toute la dynamique. Donc nous, les personnes arrivent sur la structure d'insertion parce qu'elles ont plein de problèmes et elles s'imaginent que on est là pour les aider. Mais on va tout de suite les rassurer en leur disant attendez, vos problèmes, nous on s'en fout. Voilà, pas complètement, mais c'est comme ça. Et nous, on a plein de problèmes parce qu'on fait des convois humanitaires, on ne sait pas comment charger nos camions et on pense que vous êtes assez costaud pour nous aider à charger nos camions. Donc si vous voulez bien signer le contrat, nous on vous embauche et vous nous aidez à régler nos problèmes. Et en fait, on rend la dignité à la personne et d'un seul coup, elle redevient utile. Et comme elle est en train de s'occuper de nos problèmes à nous, et bien du coup, tous les siens, on va pouvoir les traiter sans qu'elle se regarde trop le nombril et qu'elle soit prise par ses problèmes parce qu'elle a repris d'utilité. Et en fait, sur la ville, c'est plein de choses aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on va créer un événement. On a fait venir, par exemple, Seydou Jibou, Liberté, Égalité, Couscous, son spectacle, vous connaissez sans doute. Oui. Et on l'a organisé avec 30 associations, les églises, les mosquées. On a fait un immense repas pour 700 personnes derrière. Et donc, on a eu besoin de quasiment tous les acteurs de la ville, des femmes des mosquées pour faire les repas aussi. Et donc, du coup, chacun ne pouvait inviter que 10 à 15 personnes parce qu'il n'y avait pas de place. Et on était 700. Et en fait, personne n'est venu à notre spectacle
En fait, tout le monde est venu à l'événement qu'ils avaient organisé. Et en fait, ça change tout. En fait, c'est vraiment complètement différemment. Et l'imam, ce soir-là, en fait, l'imam m'était tombé dans les bras en me disant, Jean-Marc, c'est la première fois que je me sens aimé dans cette ville. Et ça m'a bouleversé de me dire, mais en fait, on n'avait jamais eu besoin de lui avant. Et pour un événement comme ça, on a eu besoin d'eux, parce qu'on pouvait pas le faire tout seul. Et ils sont venus à leur événement. Et du coup, c'était un moment extraordinaire. Jean-Marc, pour terminer, parce que moi je trouve que c'est tellement encourageant, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un dans sa propre ville? Toi, t'es venu cette idée-là dans ton contexte, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, même de chrétien, mais comment habiter sa ville concrètement pour toi? Alors, c'est commencer de s'y intéresser, de vraiment réaliser ce qu'elle est, en fait, de pouvoir en faire le tour, de comprendre, et puis vraiment de demander à Dieu cet amour pour la ville. Et puis là, après, ça va l'inspirer et lui, Dieu lui dira ce qu'il faut faire. Mais ça peut être juste au début, par exemple, je vois un papier par terre, je ramasse parce que cette ville, je l'aime et j'ai pas envie qu'elle soit sale. Donc ça peut juste être un geste comme ça qui peut avoir des répercussions. Peut-être juste cette anecdote encore. Nous, on avait un centre commercial et il y avait un petit espace en fait avant les habitations et sur cette distance, en fait, si on avait acheté un paquet de chips, et quand on arrivait vers l'espace vert, on avait fini son paquet de chips et c'était une véritable poubelle. Et on a commencé de ramasser cet endroit-là. Puis on a demandé au centre commercial si on pouvait planter des framboisiers. Et on a eu cet accord-là. Et donc du coup, maintenant, les gens discutent parce qu'ils mangent des framboises en fait sur cet endroit. Il n'y a plus de papier, on a mis une poubelle. Mais de ce contact avec le directeur du centre commercial, on a pu obtenir une boutique en fait dans la galerie marchande qui était vide, à qui on a proposé de mettre des porteurs de projets dedans. Et on a avancé comme ça sur plein de projets avec lui. Juste parce qu'au début, on avait commencé d'enlever les papiers par terre. Donc on ne sait pas où ça peut aboutir et laissons-nous conduire. Ouais, c'est vraiment encourageant. Je te pose cette dernière question parce qu'on peut se dire mais il faut un cerveau à 3 étages pour faire ce que Jean-Marc fait. Mais quelle était ta formation au départ pour te retrouver à gérer un projet comme celui-ci? Alors, j'ai appris à cultiver les pommes de terre et les tomates. J'ai un BTS de culture maraîchère. Et voilà. Et j'essaye de faire pousser ma ville comme je peux. C'est vraiment inspirant, Jean-Marc. Bravo, excellent. Merci beaucoup pour ce moment. Et puis, vraiment que ça soit encore de très bons fruits qui résultent de cette initiative. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci mille fois. Je trouve que ça fait du bien de terminer l'année comme ça avec parce que là on termine cette année, c'est encourageant. Hein. Excellent. T'as envie de parler plus avec lui. Hein. Oui, tout à fait. J'ai plein d'idées, mais. Mais je pense qu'un gars comme ça, il faut connecter parce qu'il est vraiment inspirant. Et puis tu sais plus trop quoi dire quand il parle après, parce qu'il a réfléchi profondément à vu ce qu'il fait. Il a été inspiré par Dieu et tu dis. Waouh, c'est juste incroyable parce qu'il va vraiment jusqu'au bout de dire ils vont à un spectacle, mais non, on vous a pas invité à un spectacle, vous venez à votre événement à vous que vous avez voulu organiser. C'est ce qu'il dit, c'est révolutionnaire. Et en même temps, une fois qu'il l'a dit, tu dis, mais c'est tellement évident. C'est logique. Non, c'est génial. C'est tellement évident. C'est génial. D'aller voir les jeunes du quartier en disant mais le tourisme il arrive, du coup qu'est-ce qu'on peut faire comme c'est sûr qu'ils ont dû rire, hein, ça. Non, mais c'est clair. Non, c'est impressionnant. Merci, impressionnant. Alors, franchement, ça. Vraiment. On va terminer l'année comme ça. Je vous propose qu'on termine par la prière, si vous le voulez bien. D'accord. Et Jean-Marie, je te propose de bien terminer cette année en priant. Là, je vais faire ce que je peux. Merci Seigneur de bénir toute cette œuvre et tout ce qui se fait au bureau. Et nous te bénissons aussi de tout ce que tu vas faire pour que Mulhouse devienne aussi une ville touristique agréable et recherchée par tout le monde. Ouais. Merci de nous permettre à chacun de briller dans le monde là où tu nous mets et pour apporter notre lumière, pour apporter notre peu de sel au milieu pour que la saveur revienne partout. Merci Seigneur, rends-nous, comme nous l'avons vu avec ce témoignage, rends-nous créatifs. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous Excellent. trois. On termine l'année avec vous. C'était bien. C'était Excellent. beau. Super. Merci Que Pas Dieu du vous champagne, mais bénisse. Chers amis, rendez-vous en 2024. Profitez bien des fêtes. Ne mangez pas trop quand même. Et soyez bénis. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.